Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, pour débuter ce journal, nous avons ce communiqué du Conseil supérieur de la communication qui demande aux journalistes professionnels de venir à son niveau pour se faire établir la carte professionnelle de journaliste. Le président du Conseil supérieur de la communication rappelle aux journalistes qu'ils doivent demander auprès du CSC une carte de journaliste professionnel dans le cadre de l'exercice de leur profession, en application des dispositions de la délibération numéro 0012/CSC du 8 octobre 2018 déterminant les conditions d'attribution, d'annulation et de retrait de la carte de presse du journaliste. Le dossier pour l'attribution d'une carte de presse est composé des pièces suivantes: une demande manuscrite signée par le requérant, une copie d'acte de naissance ou de jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, les copies légalisées des diplômes, les attestations de stage ou les qualifications professionnelles du postulant, un certificat signé par l'employeur ou les employeurs précisant l'activité du postulant, l'engagement écrit de l'employé de faire connaître au Conseil supérieur de la communication tout changement qui pourrait entraîner une modification de ses déclarations antérieures, 2 photos d'identité, une fiche de paye. Le journaliste freelance ou le pigiste postulant à l'attribution de la carte de presse de journaliste professionnel est soumis aux conditions de délivrance visées. Toutefois, en lieu et place de l'attestation signée par l'employeur, le journaliste freelance ou le pigiste devra fournir la preuve d'articles publiés dans la presse nationale ou étrangère et des attestations des piges depuis 1 an au minimum. La carte de presse de journaliste professionnel est renouvelée tous les 2 ans à la demande du titulaire. La demande de renouvellement est accompagnée d'un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, d'une attestation d'emploi ou de pige, de la copie légalisée de l'ancienne carte de presse, de l'engagement écrit de l'employé de faire connaître au Conseil supérieur de la communication tout changement qui pourrait entraîner une modification de ses déclarations antérieures. Le ministre en charge de la gestion des catastrophes était cet après-midi en face de la presse nationale pour évoquer la situation des inondations enregistrées cette année dans le pays. Le ministre rassure les populations que cette année la situation est moins catastrophique que celle enregistrée en 2018, même si selon lui une inquiétude demeure du côté de la crue du fleuve. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. La situation des inondations sur l'ensemble du pays était au centre de cette sortie médiatique du ministre en charge de la gestion des catastrophes et de l'action humanitaire. Ainsi, d'entrée du jeu, le ministre a bien voulu présenter la situation globale tout en faisant une comparaison avec la situation vécue l'année dernière à la même date. À la date du 2, donc à la date d'hier, la situation agrégée dans notre pays concernant les inondations est la suivante. Nous avons 624 ménages sinistrés contre, à la même date, en 2018, 19 310 ménages sinistrés. Cela totalise pour l'année 2019 69 381 personnes sinistrées contre 142 715 en 2018, à la même date. Malheureusement, nous avons enregistré cette année plus de décès, 42 décès contre 40 décès à la même date en 2018. Au niveau des maisons et édifices qui sont effondrés, nous avons 5 497 maisons effondrées contre 8 943 maisons effondrées à date en 2018. Au ministre de s'appesantir sur la situation du fleuve Niger dans le contexte de cette année. La spécificité, c'est le cas de la crue du fleuve Niger. Nous avons 3 couleurs d'alerte. 530 cm de cette échelle, c'est l'alerte jaune, donc c'est moins. 580 cm, c'est l'alerte orange, donc attention. Et 620 cm est l'alerte rouge qui assez souvent
au cours de laquelle on constate des grandes inondations, des dégâts parfois. Et c'est ce qui s'est passé en 2012, si vous vous rappelez, avec beaucoup de dégâts qu'on a enregistrés à Niamey, avec beaucoup de pertes en vies humaines, où la côte avait atteint 618 cm. Mais cette année, elle est exceptionnelle. Parce que cette année, le 30 août, on a enregistré 630 cm. Et le lendemain, 1er septembre, on était à 638 cm. Ce qui est de loin au-delà des 620 qui sont la base que nous avons enregistrée depuis plus de 50 ans. Nous n'avons pas enregistré ça. Occasion également pour Lawan Magaji de revenir sur les efforts fournis par le gouvernement et ses différents partenaires en vue de juguler cette situation et profiter pour lancer un vibrant appel. Dans l'ensemble par rapport au pays, sur les 70 000 personnes sinistrées, nous avons appuyé à peu près un tiers. Ça, c'est ce que nous avons déjà pu faire. Et le gouvernement du Niger a prépositionné au niveau de toutes les 8 régions du Niger, 2870 tonnes de vivres ont été prépositionnées par le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires en région pour faire face aux inondations. Et en plus, les partenaires techniques et financiers, notamment la communauté humanitaire, et je dois noter particulièrement ADAPT, OIM et UNICEF, qui sont vraiment les premiers qui sont en train de nous accompagner, ont déjà placé et distribué 1198 kits NFI. Les kits NFI, c'est tout ce qui est bien non alimentaire. J'invite toutes les autorités à éviter de loger ou de reloger les familles sinistrées dans les écoles. Pourquoi? Parce que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. S'en est suivi la série de questions et réponses avec les hommes des médias ayant permis d'éclairer les uns et les autres sur la situation actuelle des inondations au Niger, mais aussi et surtout les solutions apportées par les autorités compétentes. Suite à la montée des eaux du fleuve Niger, le quartier Kirkisoy de Niamey a été inondé. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'existence des habitants de ce quartier. Asma Ousseidou et Abouakar Souley pour le reportage. Le fleuve Niger connaît une exceptionnelle crue, due entre autres à la rupture d'un barrage au Mali, mais aussi par l'importante pluviométrie enregistrée ces derniers jours. Une situation qui a provoqué des inondations, particulièrement dans le quartier de Kirkisoy, où des habitants victimes lancent leurs cris de détresse à l'endroit des autorités en charge des catastrophes. Nous, habitants de Kirkisoy, nous vivons actuellement des moments difficile. Ce problème d'inondation a commencé depuis le samedi. À l'heure où je vous parle, toutes nos maisons se sont effondrées. Voyez nos matériels, on ne sait même plus où aller. Nous demandons l'aide des autorités. On a abandonné nos maisons à cause de la montée des eaux. Heureusement, j'ai pu récupérer mes matériels avec l'aide des voisins. Que Dieu nous vienne en aide. Nous demandons aussi l'assistance du gouvernement. Ici Kenny, on n'a plus le sommet. C'est vrai, l'État a fourni un effort en nous dotant de moustiquaires, mais beaucoup reste à faire. La rentrée des classes s'approche, donc on ne peut pas occuper les écoles. C'est aussi un grand problème. De son côté, le président de la délégation spéciale de Niamey précise les dispositions prises pour gérer les dégâts consécutifs aux inondations. Nous avons très rapidement, en collaboration avec tous les acteurs, avec le gouverneur de la région de Niamey et nos différentes équipes mobilisées et tous les moyens. D'abord, d'informer et de sensibiliser les populations par rapport à l'ampleur de la crue et des dispositions à prendre, surtout de la vigilance au niveau des zones très sensibles. Et ça, nous l'avons fait avec les chefs de quartier, avec les populations, dans une approche de proximité pour, en tout cas, limiter ne serait-ce qu'aux dégâts matériels et éviter des blessés et voire des morts. Enfin, vu la montée extraordinaire des eaux du fleuve Niger et la présence protectrice de la digue située à la rive droite, les populations riveraines doivent redoubler de vigilance.
La fraude aux examens et concours de recrutement est toujours présente dans notre société. Pour preuve, la Halcia a relevé la fraude qui a entaché le dernier concours de recrutement à la douane. Quelles sont les causes de cette fraude persistante ainsi que la voie à suivre pour l'arrêter? Élément de réponse dans le reportage qui va suivre. Dans notre pays, rien ne va plus, particulièrement en ce qui concerne l'honnêteté dans l'organisation des examens et autres concours de recrutement. Une situation déplorable qui a conduit la Halcia à demander la suspension du processus de recrutement entamé lors du dernier concours de douane. Des investigations menées par la Halcia, il est ressorti que les dossiers d'une partie des candidats admis remplissent les critères, tandis que d'autres ont été déclarés reçus malgré la non-conformité de leur diplôme. Dès lors, beaucoup de citoyens se demandent quelles sont les principales causes des fraudes aux examens. La première cause, ou bien la première famille de causes, on peut dire que c'est la malhonnêteté des acteurs, avec tout ce que cela implique comme la quête de la facilité, le contournement de la loi et la perte des valeurs de notre société en vérité. Et la politisation n'est pas étrangère à ces pratiques-là, parce que c'est finalement le règne du favoritisme sous toutes ses formes et qui se développe de façon inquiétante dans notre pays. Je pense que c'est ça qui rend possible toute cette machination. La seconde cause, à mon avis, c'est l'impunité. Parce que depuis longtemps, on en parle et quand on écoute même les autorités en charge de la répression du fait corruptif, eh bien, on se rend compte que l'approche étonne. En tout cas, moi, personnellement, je suis étonné de voir, mais j'ai lu le communiqué. La corruption, la fraude est une infraction pénale. Lorsqu'on constate qu'il y a quelqu'un qui a fraudé, il y a des preuves qui sont... Mais il ne suffit pas simplement de dire que la sanction consiste à annuler. D'abord, les sanctions qu'on faisait avant, ce sont des sanctions injustes. Si c'est une seule personne qui remplit les conditions de concourir et qui a participé au concours, l'individu est admis au concours, même si les 99% sont fautifs, l'innocent ne doit pas payer les frais des fautifs. On ne doit pas annuler le concours intégralement, c'est injuste de faire ça. Chacun concourt individuellement. Et chacun remplit ses critères à lui, ce n'est pas indivisible, ils ne sont pas liés. Donc le modèle de sanction qu'on applique, il est injuste lui-même. On ne doit pas annuler, on doit identifier les personnes qui ne remplissent pas les conditions et puis on annule par extraction ces personnes-là. Toute maladie a certainement un remède et les fraudes aux examens et concours peuvent avoir une solution, comme le précise l'acteur de la société civile, Ibrahim Djouri. Il y a des gens qui ont reçu les dossiers. C'est l'administration, ce n'est pas un jeu de hasard, c'est l'administration qui reçoit. On sait qui a reçu les dossiers, qui a traité de quoi et qui a pris part finalement à la commission de cette infraction. Dans un état normal, c'est qu'on les sanctionne. Et moi, je n'ai pas encore aujourd'hui connaissance d'un agent de l'État sanctionné pour avoir orchestré ce phénomène de corruption-là, de fraude qu'on voit, de tout. Certainement que les gens il peut y avoir des raisons partisanes. À un moment donné, on parlait même des listes des gens. Chacun amène en fonction de sa coloration politique, peut-être en fonction de l'argent. Dans tous les cas, les raisons ne sont pas recevables en droit. Et il va falloir nécessairement qu'il y ait de la sanction, parce que la force de la sanction, c'est elle qui décourage cette façon de faire. Si c'est simplement annuler les candidats, les agents de l'État qui prennent part à ce commerce illicite, n'est-ce pas, ne sont pas inquiétés et donc peuvent être tentés plusieurs fois de répéter, parce qu'au pire des cas, on annule le concours ou on retrait. Donc ce n'est pas eux qui sont sanctionnés, ce sont les innocents qui font les frais. À mon avis, la Halcia doit revoir sa façon de faire. Enfin, les Nigériens qui veulent progresser et voir leur pays se développer positivement ont le devoir de rompre avec la fraude aux examens et concours qui du reste ne favorise que la médiocrité. Je vous propose maintenant de suivre la réaction de Mara Mamadou, acteur de la société civile de la région de Difa, suite à la lettre adressée par le gouverneur de la région de Difa au ministre du Pétrole, demandant le retour des sociétés pétrolières dans la zone.
Effectivement, c'est une très bonne chose. C'est un acte que le gouverneur a pris, effectivement, dans le sens de ce que la communauté attend. Donc, il faut rappeler aussi que c'est un gouverneur qui est arrivé de sa prise de fonction. La communauté l'a accueilli avec un accueil chaleureux et surtout, la population est sortie massivement. La population est arrivée de toute la région donc pour l'accueillir. Donc là, c'est un signal, c'est un signe pour lui dire que effectivement, voilà, c'est quelqu'un que nous attendons et c'est quelqu'un à qui on peut placer la confiance. C'est quelqu'un à qui, effectivement, on peut porter espoir pour sortir de cette situation de souffrance durant 5 ans. Donc, et puis voilà, après, donc, il a commencé à faire effectivement les échanges pour rencontrer toutes les couches sociales. Cette lettre qui a été envoyée, il nous prouve aussi que il est là pour la communauté et surtout, ce que nous avons remarqué, la réponse du ministre fait comprendre à toute la communauté que c'est un ministre qui a le soutien du gouvernement. Donc là, nous attendons d'autres mesures qui vont alléger, effectivement la vie socio-économique effectivement de la communauté. Donc il y a beaucoup à faire, mais c'est un bon signal parce que le retour de ces compagnies pétrolières va effectivement permettre aux jeunes d'avoir du travail parce que ce sont des jeunes qui sont allés dans les fronts parce qu'ils n'ont pas le travail. Donc depuis le départ de ces compagnies-là, souvent donc plus de milliers de jeunes sont au chômage et ils n'ont rien à faire. Donc là, la reprise, donc le retour de ces compagnies-là à Difa permettra effectivement à juguler la radicalisation et même le départ vers le groupe extrémiste. Ça ne peut pas être une raison pour faire partie de ces compagnies. Écoutez, je vais vous dire par exemple, tous les projets et programmes sont à Difa. Ils n'ont pas leur bureau ailleurs. Et surtout, des fois, ce sont des projets et programmes qui sont dirigés par des expatriés. Ils sont à Difa. Même des Blancs sont à Difa. Donc, aujourd'hui, vous allez voir tous les services de l'État. On les responsables à Difa. Au-delà de ça, quand vous prenez, ce sont même des structures ou bien ce sont des compagnies qui sont dirigées par des locaux, par des Nigériens. On ne peut pas comprendre qu'ils aillent rester à Zander au nom de l'insécurité. Donc, c'est inconcevable. Il faut qu'ils reviennent, donc rester comme tout le monde. Les organisations de la société civile de la région du Maradi ont rendu public ce matin une déclaration relativement à la mallette contenant de l'argent qui a été ramassé par un Nigérien au Nigeria. La teneur de cette déclaration avec l'acteur de la société civile, Labo Yakuba. Nous, organisations de la société civile de la région de Maradi, réunis en ce jour, mardi 3 septembre 2019, en vue d'examiner l'évolution de la question de la mallette ramassée, faisons constatation. Aucune information officielle jusqu'à ce jour, ce qui ouvre la voie à toutes les spéculations. Constate que l'interpellation de l'acteur de la société civile Abdou Danneto ne vise ni plus ni moins à intimider pour décourager les acteurs de la société civile dans leur rôle de veille citoyen. Appelons l'ensemble des acteurs de la société civile et au-delà tous les citoyens de Maradi à participer au procès prévu le 19 septembre 2019 au tribunal de grande instance de Maradi. Rappelons que la Constitution du 25 novembre 2010 précise à son article 8 stipule que la République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse et que l'article 118 dit dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Soutenons fortement Danneto, qui d'ailleurs garde un moral haut et croit à la manifestation de la vérité sur la question. Invitons les responsables de la Halcia à se saisir de ce dossier pour faire toute la lumière sur la question et châtier les éventuels coupables de manquement. Apportant un démenti formel à l'allégation
qui a fait cas sur Deutsche Welle d'une réunion avec tous les acteurs de la société civile de Maradi. En effet, les acteurs de la société civile que nous sommes avons été invités par téléphone après le passage de l'élément télévisé de Télé Labadi. Aucune invitation écrite, aucun ordre du jour précisé et une consigne de retirer les cellulaires à tous les acteurs invités. Toute chose de nature à nous faire douter de l'objectif de la réunion. Donc les acteurs de la société civile n'ont pas tous participé à cette réunion. La société civile de la région de Maradi s'interroge donc sur l'objectif du reportage et la position de cet acteur de la société civile de la ville de Maradi. Le mouvement citoyen pour le développement Zarumen Talakawa a effectué son congrès ordinaire le samedi passé à l'arène Salmat Rani de Dosso, un congrès qui a coïncidé avec le 3e anniversaire de la création du parti. Le point avec notre correspondant à Dosso, Adamou Amadou. Le mouvement citoyen pour le développement MCD Zarumen Talakawa a tenu son premier congrès statutaire à Dosso ce samedi 31 août 2019. Créé en août 2016, ce parti qui prend la promotion de la jeunesse et la défense des masses défavorisées fait partie des structures politiques les mieux installées à Dosso. C'est la reine Salma Darani qui a abrité cette grande cérémonie qui consacre le 3e anniversaire du parti et son tout premier congrès. Elle a connu une forte mobilisation des militants et militantes issus des 8 régions du pays. Une arène remplie à son comble dans une ambiance de grande fête. Hormis cette forte présence des délégués du pays et de la diaspora, on note également la présence de plusieurs personnalités politiques parmi lesquelles les représentants de la MRN et de l'opposition. Dans son allocution, le président du bureau provisoire du MCD, M. Idrissa Issifou, a évoqué de la crise qui secoue le CNDP. Il a plaidé pour un climat de dialogue sans exclusive où toutes les parties prenantes donneront leur avis. Le choix du au contexte politique actuel de notre pays, caractérisé par certaines contestations autour de quelques sujets d'ordre politique, notamment sur le code électoral, le fichier biométrique, le calendrier des élections générales, la représentation des formations politiques à la CENI, souvent même de la politique de la chose vite adoptée par certaines classes politiques aux assises du CNDP, qui, pourtant, est une véritable plateforme politique pour les débats d'idées qui mettent en exergue toutes les questions revendicatrices liées au système politique nigérien. Nous nous devons tous d'arrêter d'embastiller le peuple nigérien, car il en a assez de ce genre de comportement dont il est seul à payer la double tribut. Alors, grâce à ce même peuple, que la démocratie a été chèrement acquise, donnant droit au multipartisme, c'est pourquoi j'en appelle au sens de devoir patriotique de toutes les formations politiques de la mouvance, en passant par l'opposition et les partis non affiliés, à nouer le dialogue politique favorisant efficacement à la stabilité sociopolitique préélectorale et post-électorale. Dans l'après-midi, l'ouverture officielle du congrès a vu l'élection du président du bureau politique national du MCD, où les militantes ont plébiscité Idrissa Issifou pour conduire la destinée de ce jeune parti. Notons enfin que seuls les postes du président, du vice-président, du secrétaire général et du trésorier ont été occupés. La liste officielle du bureau sera complétée. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.